Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'investiture du président Denis Sassou Nguesso se tient ce samedi en République du Congo. Le chef de l'État reconduit pour 5 ans à la tête du pays a prêté serment. Vous l'entendrez dans cette édition. Aux Comores, la commission électorale a annoncé le colonel Azali Assoumani vainqueur du second tour de la présidentielle du 10 avril. Des résultats contestés par ses adversaires et qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Et puis le gouvernement sénégalais veut mettre en place un meilleur encadrement des petites et moyennes entreprises dans le pays. Les PME contribueraient à 30% du PIB. Prévoir une meilleure législation est donc nécessaire pour l'État. L'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso se tient ce samedi 16 avril au Palais des Congrès à Brazzaville. Le chef de l'État, réélu le 20 mars dernier avec plus de 60% des voix, a prêté serment et est officiellement entré dans son nouveau mandat de 5 ans. Une dizaine de ses homologues ont répondu présents à cette cérémonie. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président congolais lors de cette cérémonie. Le quinquennat sera celui de l'économie. Je le réaffirme. Tous nos efforts tendront à consolider l'économie nationale de sorte qu'elle soit profondément diversifiée, dynamique, florissante et surtout créatrice d'emplois décents par milliers. Nous travaillerons à éradiquer le chômage, celui des jeunes principalement. Nous travaillerons à produire pour satisfaire l'essentiel de nos besoins de consommation, nos besoins en aliments, en eau potable, en électricité, en services de santé et d'éducation, en service aux personnes physiques et aux administrations. Nous travaillerons tant et plus à fortifier notre économie parce que le salut de la nation congolaise en dépend. Les résultats du second tour de la présidentielle comorienne ont été rendus publics vendredi 15 avril par la commission électorale. Le colonel Azali Assoumani arriverait en tête avec 40,98% des voix. Des résultats contestés et entachés par des soupçons de fraude et d'irrégularité. Corinne Kamdem. Le colonel Azali Assoumani de retour à la tête de l'archipel des Comores. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 15 avril 2016 la commission électorale qui place l'ancien colonel en tête du second tour avec 40,98% des voix. Il devance ainsi ses adversaires, Mohamed Ali Swalihi, crédité de 39,87% des voix, et Mouni Baraka, le gouverneur de Grande Comore, largement distancé avec 19,15% des voix. Cependant, les observateurs de l'Union européenne ont déjà déposé un recours ce vendredi 15 avril 2016 auprès de la Cour constitutionnelle en raison de fraudes qu'ils auraient constatées sur l'île d'Anjouan. Le colonel Azali Assoumani est provisoirement élu président de l'Union des Comores dans l'attente d'une confirmation de la Cour constitutionnelle dans les jours à venir. Il y a eu déjà un premier tour qui a été entaché de beaucoup d'irrégularités. C'est dommage que la commission ou le comité ou l'Union européenne n'ait pas réagi à ce moment-là, lorsqu'il a été question de 104%. Aucune organisation internationale n'a réagi à cela et pourtant on a bien frôlé le désordre au niveau national. Monsieur Azali Assoumani a été classé en 3e position au premier tour. Les partis politiques et les candidats ont 5 jours pour soumettre n'importe quelle requête concernant ce deuxième tour des élections présidentielles avant que la Cour constitutionnelle ne les valide. Sûrement, il y aura des recours qui vont être déposés à la Cour constitutionnelle pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, des bureaux cassés, 15 à peu près, entre 15 et bureaux cassés à Anjouan, à l'île autonome d'Anjouan, et qui représente en tout dans les 10 000 voix.
C'est pas rien quand on voit la différence entre les deux candidats et que ces bureaux-là étaient favorables au candidat Mohamed Ali Soli. C'était un coup qui a été monté par les partisans du colonel Azali et de l'ex-président Sambi en juin. Le colonel Azali Assoumani devra donc patienter avant d'être déclaré président élu par la Cour constitutionnelle. En République démocratique du Congo, malgré la présence du facilitateur Edem Kodjo, le dialogue politique entre pouvoir et opposition peine à s'installer. Les députés de la majorité envisagent de déposer une pétition au bureau de l'Assemblée nationale pour saisir la Cour constitutionnelle. Leur objectif est d'éviter toute transition au cas où l'élection présidentielle ne se tiendrait pas dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire courant novembre 2016. Deogracias Podo. La situation politique demeure tendue en République démocratique du Congo. Jeudi 14 avril, un groupe de députés, membres de la majorité présidentielle, a annoncé vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution. Les députés à l'origine de cette pétition rejettent toute idée de transition au cas où l'élection présidentielle ne pourrait être organisée dans les meilleurs délais. Il y a deux aspects. Il y a ceux qui sont dans la logique de la conservation du pouvoir au niveau de la majorité et puis ceux qui sont dans la logique de la conquête du pouvoir au niveau de l'opposition. Mais un autre aspect, c'est l'aspect technique, parce que les conditions ne sont pas réunies. La CENI agit sur base des instruments juridiques qui lui sont donnés par le législateur. Il faut que les forces politiques et sociales se réunissent pour lever des options politiques fortes qui vont servir à la commission électorale d'organiser les élections s'ils les tiennent justement dans les délais. Et donc tout le monde connaît que la question fondamentale, c'est le processus électoral. L'opposition accuse le pouvoir de retarder le processus électoral afin de maintenir le président Joseph Kabila en violation de la Constitution. Elle estime que si la présidentielle n'est pas organisée dans les délais prévus, le chef de l'État devra quitter le pouvoir. Le président du Sénat sera chargé de mener une transition, le temps d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Le sujet divise depuis plusieurs mois les acteurs politiques congolais. La démarche de la majorité est une démarche légalement soutenue par l'article 161 de la Constitution. Mais là où nous posons des questions, c'est que la démarche de la majorité risque de réveiller le chat qui dort, parce qu'il y a des craintes sur le probable glissement du mandat présidentiel en cours. Que fera la majorité si la Cour constitutionnelle tranche en faveur justement de sa position selon laquelle le président reste en fonction pendant qu'on organise le dialogue? Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila s'achève à la fin de cette année 2016. Ce dernier avait appelé tous les acteurs politiques et autres leaders de la société civile à prendre part à un dialogue national pour permettre l'organisation des élections apaisées. Difficile pour le moment de réunir tous les protagonistes de la crise. Un véritable défi pour Edem Kodjo, l'ancien premier ministre togolais, désigné facilitateur de la crise par l'Union africaine. Aider les petites et moyennes entreprises fait partie du plan Sénégal émergent du président sénégalais Macky Sall. En effet, les PME représentent 90% du tissu économique du pays, un chiffre non négligeable dans la croissance économique et dans le développement de l'État. Les autorités sénégalaises ont décidé d'encadrer ces entreprises et de les accompagner dans leur développement. Gaël Onana. L'activité économique sénégalaise est rythmée à 90% par les PME. C'est ce que nous apprend la dernière étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie au Sénégal. Un chiffre non négligeable qui permet de mesurer l'importance qu'il est nécessaire d'accorder aux PME et aux PMI. Conscient du rôle majeur que celles-ci ont à jouer dans l'émergence économique sénégalaise, le gouvernement conduit par le président Macky Sall a intégré dans le plan Sénégal émergent PSE des mesures pour l'encadrement des PME. Très souvent dominés par le secteur informel, leur développement devient un enjeu majeur pour le pays. En ce qui concerne l'amélioration de la gestion des entreprises, on a mis en place ce qu'on appelle le fonds à frais partagés, qui est un mécanisme par lequel nous prenons en charge 50% de la facture des entreprises qui ont des besoins en termes d'amélioration de leur gestion. C'est le premier outil. En ce qui concerne la veille technologique, on a un outil qui s'appelle ISO et qui nous permet, à travers notre partenariat avec les Indiens, de pouvoir mettre à la disposition de nos compatriotes les équipements dont ils ont besoin, étant entendu que ces équipements se caractérisent par le fait qu'il s'agit d'équipements extrêmement simples,
extrêmement fiables, très solides et qui naturellement peuvent être acquis à des prix qui défient toute concurrence. Même si l'État sénégalais est très présent dans l'accompagnement des PME-PMI, le secteur privé n'est pas en reste. De nombreuses initiatives associatives et syndicales se regroupent aujourd'hui pour accompagner les chefs d'entreprise au quotidien. En effet, au Sénégal, 7 entreprises sur 10 meurent au bout de 3 ans. La principale cause étant le financement, il est donc nécessaire de mettre en place des concepts novateurs pour aider les entreprises à être pérennes. Donc, le FOGACIM, c'est le fonds de garantie du cercle des investisseurs du MEDES. Donc, ce fonds permet d'accompagner une PME, une PMI ou une TPE à hauteur de 70%. C'est le premier fonds du secteur privé qui a été mis en place. Il y a 2 fonds au Sénégal qui sont étatiques, c'est le fonds GIP et le fonds 6. L'un est le fonds souverain, l'autre est un fonds donc, destiné aussi à accompagner les PME. Mais au niveau du secteur privé, le premier fonds qui a été mis en place, c'est le FOGACIM. Au Sénégal, les mesures prises par le gouvernement d'une part et les initiatives portées par le secteur privé d'autre part convergent vers le développement des petites et moyennes entreprises. L'objectif est non seulement d'élaborer la stratégie de promotion et d'encadrement des PME, mais aussi de contribuer à l'amélioration de l'environnement de celles-ci par la mise en place d'un cadre législatif, réglementaire, fiscal et financier de nature à favoriser leur développement. L'art pour s'exprimer, dénoncer ou revendiquer, c'est ce qu'ont choisi de jeunes artistes égyptiens au Caire. À la suite de la révolution de janvier 2011, ces jeunes talents ont décidé de délivrer leur message par un coup de pinceau. Le graffiti ou le street art est devenu leur moyen de parole. Siamlo Victoria Sedji. En Égypte, les murs ont la parole. C'est ce qu'indiquent les fresques colorées sur plusieurs bâtiments de la ville du Caire. Fruit de la révolution du 25 janvier 2011, le graffiti est devenu le symbole vivant de l'expression populaire. Le quartier de Monchet Nasser, installé entre débris et ordures, souffre d'être la décharge de toute la région. Pour lui redonner de la dignité, une belle œuvre de graffiti y a été peinte. Intitulée Perception, elle se présente comme un appel à plus de considération pour ce quartier du Caire. Cette place est le symbole du changement de perception et de sensibilisation. Car quand je suis arrivé là, mon point de vue original a changé et j'ai voulu transmettre ce message au monde entier, non pas seulement avec les personnes d'ici. Lorsque vous avez entendu quelque chose sur un endroit sans l'avoir vu de vous-même, vous en développez une mauvaise perception. Vous devez alors changer cette image en rencontrant une personne ou le groupe de cet endroit afin de connaître la réalité sur ce qui a été dit. Inspiré par El Cid, figure de proue de cet art de rue, la peinture dénommée Perception fait partie des plus beaux chefs-d'œuvre de la ville. Pour attirer l'attention, elle a été réalisée sur les plus hautes façades des bâtiments. On l'aperçoit mieux du haut de la colline Mokatam, à l'est du Caire. Tout comme d'autres créations de El Cid, Perception pointe du doigt les antagonismes de la société et dénonce les mauvais jugements au sein de celle-ci. La chose la plus importante est que nous nous connections avec les gens de cet endroit. Ce sont des personnes fortes qui sont fières d'elles. C'est ce message que je voulais transmettre aux autres. Ils ne sont pas des ordures parce que leur quartier est une décharge. Ce sont des gens importants. Ils sont une bénédiction parce que sans eux, le Caire serait couvert d'ordures. Suscité par le soulèvement populaire qui a renversé Hosni Moubarak en janvier 2011, l'art du graffiti s'est développé en Égypte pour s'imposer comme un moyen de revendication. Le graffiti est perçu comme un art engagé en Égypte. Plusieurs peintures ont d'ailleurs souvent fait l'objet de répression de la part des autorités égyptiennes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.